Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, une émission toute spéciale. Ici Yvan Bugeaud. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. On a une émission vraiment d'une heure qui est remarquable aujourd'hui, une émission santé mentale au temps de la COVID-19. Je suis très fébrile parce qu'on a passé quand même plusieurs semaines sans revenir au studio. J'imagine que toi aussi tu avais hâte de remettre les pieds au studio ici. Oui, j'avais hâte, mais je suis un peu rouillé, je t'avoue. Oui, mais je pense que tu es arrivé équipé, mais on va en parler bien sûr. Mais on a des invités vraiment du tonnerre. Dans quelques instants, je reçois le docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique. Plus tard, Alexandra Loisel-Goulet va aussi venir à notre émission. C'est la fille et son anxiété. En deuxième demi, Jocelyn Morotini, neuropsychologue, notre collaborateur et des nôtres. Et plus tard encore, Catherine Garot-Blanchard de l'Association canadienne pour la santé mentale. Mais toi, tu es vraiment équipé, Pierre. Ah oui, moi j'ai mon masque, j'ai mon Purell ici pas loin, j'ai mon plexiglas et j'ai même de la bonne musique. Ouais. J'ai Jason Bajada, René Claude et Ginette Renaud. Oui, alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce, émission spéciale La santé mentale au temps de la COVID-19. Demeurez des nôtres. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité qui est le docteur Horacio Arruda. Bienvenue à Folie douce. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Je suis content d'être avec vous. Ben oui, vous êtes le bienvenu, effectivement. Vous êtes directeur national de santé publique. On vous connaît maintenant beaucoup. Vous étiez un peu connu, mais disons que depuis le mois de mars, ça a changé pas mal. Votre apparence, justement, à l'écran se fait quand même assez régulièrement. On a pensé, parce que ce qui m'a beaucoup intéressé par vos propos, entre autres dans les points de presse, c'est que ça m'a réjoui, en fait, que vous-même, le premier ministre et d'autres ministres de la Santé, vous avez parlé de santé mentale. Pas comme on a peut-être l'habitude de le faire, de traiter la santé mentale en silo, c'est-à-dire que ça fait partie de la santé globale. C'est ça que je trouve très, très intéressant. Puis j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu, justement, de le rôle peut-être de la santé publique au niveau de la santé mentale. C'est-à-dire que dans quelle mesure la santé mentale, justement, prend de l'importance à votre niveau? Écoutez, la santé mentale, là, que ce soit en contexte de pandémie ou pas, là, ça fait partie de l'être humain. Hein. L'être humain n'est pas seulement une machine qui contrôle les bébites, qui s'immunise, etc. C'est un être en entier. Avec la santé mentale, c'est un élément très important. C'est encore malheureusement trop tabou. Hein? On a l'impression des fois que quand les gens ont des cancers ou des maladies physiques, c'est vraiment un problème, alors que les problématiques de santé mentale sont aussi physiques, aussi graves, aussi importantes que le diabète, etc. Puis elles touchent de plus en plus, je vous dirais, toutes les populations. Et puis il y a tout un spectre de santé mentale. Là. D'avoir du stress, ça peut être adéquat, mais quand le stress nous empêche de fonctionner, ben, je pense que c'est une chose. Il y a des maladies qui sont bien connues, comme la schizophrénie, etc., mais il y a toutes des sortes de diagnostics, à mon avis, cliniques, médicaux, qui sont importants. Puis en situation de pandémie, ben, ces problèmes-là ne disparaissent pas. Puis en situation de pandémie, quand on isole les personnes qui ont déjà des fois des difficultés relationnelles avec d'autres, etc., ben, on n'améliore pas leurs conditions. Certes, on les protège de la bébite du coronavirus, mais on peut générer des stress qui sont très importants. Dans quelle mesure, justement, ça a été... Parce que c'est sûr qu'on assiste maintenant, en juin, à des confinements, surtout la grande région de Montréal, où il y avait quand même... il y a eu plus de cas, il y en a encore beaucoup. Dans quelle mesure la santé mentale a été, justement, a penché dans la balance, dans les décisions que vous avez dû prendre? Bien, je pense qu'elle a été importante parce que, je ne sais pas si vous comprenez, c'est bien démontré là, que le confinement ou que la coupure des relations sociales, heureusement, il y a le virtuel maintenant qui peut être un peu aidant. Mais c'est bien démontré que ça a des effets très pervers, même sur le développement cognitif humain, chez les personnes âgées, les gens qui ont certains problèmes, je vous dirais, cognitifs, s'ils sont moins stimulés, ça entraîne des enjeux. Donc, quelque part, je pourrais vous dire qu'une fois la grande menace un peu plus épargnée, parce qu'on ne pouvait pas se permettre que tout le monde tombe malade de côté santé physique et d'être incapable de les traiter, une fois ça fait, il faut balancer les effets pervers du confinement par rapport aux bienfaits. Puis c'est pour ça que progressivement, on le fait. Puis, il faut passer aussi d'une méthode où on a fait peur aux gens, pas pour leur faire peur, on a voulu leur dire quoi faire. Maintenant, il faut aussi que les gens qui ont très peur ou qui ont eu peur puissent s'approprier leur vie et y aller doucement.
je pense que faut voir que une population est faite aussi de toute une série d'individus qui ont des approches différentes, mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça va être plus compliqué dès le départ, avant même d'être en situation de pandémie. Et puis les gens qui sont pas en problème de santé mentale, devant un confinement, devant la peur, peuvent développer des stress. Et ça se fait à tous âges, hein, dès l'enfance jusqu'au l'âge adulte. Ouais. Et même très âgé. Absolument. Est-ce que, à votre connaissance, il y a de la littérature, il y a des écrits là-dessus? Parce que si on se réfère au siècle dernier, à peu près il y a 100 ans, ça, c'est un drôle de hasard, là, au début de 1918 à peu près, où il y a eu vraiment une grande pandémie. Est-ce que c'est documenté au niveau des effets peut-être justement pervers là, au niveau de la santé mentale? Oui, ça a été documenté. Puis même maintenant, je vous dirais, on a même des analyses de cerveau qui permettent de démontrer que certaines zones du cerveau, quand des gens sont confinés, il y a une baisse de fonctionnement, de stimulation. Fait que il y a vraiment des effets qui sont pas qui se représentent même dans le cerveau au point de vue physique. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement psychologique, mais oui, effectivement, les réactions de confinement, à un moment donné aussi, vont faire que les gens ne peuvent plus être confinés parce que l'être humain est un être social. Hein? Ouais. On n'est pas des machines qu'on place comme ça. Là. C'est un être humain. Il a besoin, pour vivre, de stimuler. C'est aussi vrai pour les personnes âgées. Donc, oui, c'est déjà documenté, ces éléments-là. Par contre, pour éviter le chaos ou éviter le débordement total, je vous dirais, des populations puis des risques de contamination, on doit prendre ces mesures-là, mais ça ne peut pas perdurer dans le temps de façon inadéquate. Puis, il y a des gens qui sont plus vulnérables à ces situations-là, particulièrement les gens qui ont déjà des problèmes de santé mentale en termes de fonctionnement comme tel. Il faut qu'on s'en occupe. C'est une vulnérabilité qui est du même titre que les diabétiques ou d'autres situations. Nous sommes en compagnie du docteur Horacio Arruda. Docteur Arruda, est-ce que sans se démoraliser, est-ce qu'on peut anticiper que le pire est à venir en santé mentale? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience en termes de grandes pandémies comme ça. Je pense qu'on vit tous un peu l'histoire. C'est un peu dommage qu'on ait à vivre ça, mais en même temps, il y a quelque chose de grand, peut-être de quelque chose à comprendre. Mais est-ce que le pire est à venir en santé mentale? Bien, je veux dire, je pense qu'on va essayer, autant que faire se peut, de diminuer les impacts à venir. Mais il y a sûrement des gens qui vont avoir été marqués par ça, notamment certains enfants qui pourront avoir été marqués par cet isolement-là. Et puis, je pense qu'il faut, j'espère que, bon, il y a des impacts aussi, si vous me permettez, collatéraux. Par exemple, quand les gens, il y a sûrement eu de la violence conjugale qui s'est installée dans certaines familles, de par le fait d'être toujours ensemble. Les problématiques qui étaient là antérieures se sont probablement même détériorées avec le confinement. Espérons-le qu'il n'y aura pas des suicides non plus par rapport à des pertes économiques que certains gens de petites et moyennes entreprises qui n'auront pas les reins assez solides pour survivre, pour avoir des effets. Tout ça, ce sont des effets pervers d'une pandémie associée aux mesures qu'on doit mettre en place. Des mesures qui sont essentielles en temps de crise initiale, mais qui ne peuvent pas perdurer. Il faut être capable de redonner espoir aussi aux gens. Les gens qui ont de l'anxiété, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui ont des phobies particulières, notamment par rapport à l'hygiène, bien, tout ça vient renforcer leurs craintes et leurs peurs. C'est clair qu'il y a des effets. Mais là, il faut falloir aussi qu'on prenne ça en considération. Puis c'est important aussi, si jamais les gens développent ce genre de symptômes-là, de ne pas hésiter à consulter. Et ce n'est pas un comportement normal, là. C'est normal de vivre ces émotions-là. C'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur, et je pense que ça, c'est important que les gens consultent. Oui, et quand on dit consulter, il y a tellement de lignes d'écoute, il y a les médecins généralistes qui peuvent aussi référer, les gens ne doivent pas se gêner. Souvent, on se dit toujours, on consulte où, mais dans le fond, c'est ça, notre CLSC, c'est via notre médecin, via les lignes d'écoute. Il y a tellement de lignes d'écoute, je pense, qui peuvent aider. Hein? Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Ce que les gens retiennent, c'est pas parce qu'on n'est pas infecté par le COVID-19 en tant que maladie, là, par exemple, qu'on n'est pas affecté par la situation. Ouais. Donc, si dans vos relations avec les autres, si vous avez des troubles du sommeil, si vous avez des phobies ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est normal, hein? Faut pas. Il y a souvent, quand on a une plaie,
ou qu'on a un cancer, qu'on voit ça dans une radiographie, on a l'impression que c'est plus réel, mais c'est très réel, les problèmes de santé mentale. Oui. C'est pas anormal. Il ne faut pas avoir honte de ça, à mon avis. Puis n'importe quelle personne, puis il y en a qui ont des composants génétiques supérieurs, mais même si vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir de problèmes de santé mentale, si vous vivez ces stress-là, c'est important de les voir. Des gens, par exemple, qui ont été des travailleurs de la santé, qui ont été dans les CHSLD, puis qui ont vu des gens mourir comme ça, bien, je pense que c'est normal. Si vous avez vécu un deuil important dans un contexte qui n'est pas normal, parce qu'il y a des gens qui sont morts, on ne peut plus les voir avant, bien, c'est important de consulter. Là. C'est très, très important là, que les endeuillés puissent essayer de retrouver un peu de raison dans leur deuil. C'est important. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui a... Moi, ma mère est décédée. J'étais pas à côté d'elle quand elle est décédée. Ça m'a marqué pendant longtemps. Ouais. Alors, imaginez-vous les personnes qui ont eu des gens de leur famille qui sont décédés, qui n'ont pas pu le voir, et puis ils ont appris la nouvelle, qu'ils étaient décédés, puis qu'ils n'avaient pas pu le voir, puis qu'ils n'ont pas pu avoir des funérailles comme on les a habituellement. Mais ça, le niveau du deuil, c'est un phénomène important. Donc, toutes les familles d'endeuillés, c'est important de consulter. C'est important d'essayer de trouver des moyens de le vivre, le deuil, d'une façon, tu sais, même à retardement, mais de le vivre, de vraiment Exactement. Fermer la boucle. De donner un sens aussi à cette mort qui est horrible par rapport à ça. Fait, moi, en tout cas, je peux comprendre. J'incite les gens à ne pas hésiter de consulter. Ouais. Parce qu'il n'y a pas rien que la COVID-19. Il y a les impacts de la COVID-19, puis la santé mentale, que ce soit un trouble d'adaptation, des stress, des insomnies, des dépressions transitoires, on peut vous aider là, en consultant. Oui. Des fois, Dr Arruda, j'essaie de me mettre à votre place, puis je me dis, vous avez une grande responsabilité. Il y a 8,5 millions d'habitants au Québec. Vos décisions impactent beaucoup. Comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que vous le prenez comme un défi? Oui, c'est certes un défi, mais le défi, c'est aussi de faire face à un virus qui change. Hein? Un virus dont on en apprend chaque jour. Et puis les gens, souvent, c'est tout le défi aussi de la communication avec la population à travers les médias, qui font leur travail bien, mais pour lequel il faut que je m'assure que mon message porte comme tel. Et je ne suis pas seul, je travaille avec des équipes d'experts. Moi, je suis en avant, là, je suis le porte-parole, mais il faut comprendre qu'il y a plein de gens en santé publique qui travaillent avec moi. Ouais. J'ai 18 directeurs dans les directions de santé publique. J'ai le Dr Massé qui est avec moi, qui a déjà été mon patron, même antérieurement, qui est un gars d'une grande expertise, qui s'assure que je sois le plus solide au point de vue scientifique en travaillant avec moi. Et puis, bien entendu, c'est sûr que là, on me voit beaucoup seulement souvent à côté du premier ministre, on m'accuse de faire de la politique et d'être influencé. Mais avant tout, là, je suis un docteur de population. Ouais. Avant tout, je ne dirai jamais aux patients quelque chose que je ne crois pas. Exactement. Mais je savais des bonnes réponses, c'est nouveau, hein? C'est complètement nouveau. Puis ce qui se passe en Italie, c'est pas le Québec. Fait que ça devient difficile de comparer des choses toujours, mais on essaie de faire le mieux en essayant toujours de ne pas nuire en premier. Il y a un des principes importants de mon code de déontologie, du serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, mais d'essayer de minimiser au maximum l'impact de ça. Et puis les décisions qu'on prend ont des effets pervers, puis il faut être capable de les réajuster, il faut reconnaître les erreurs qu'on peut avoir fait, mais l'important, c'est de toujours être honnête, à mon avis, devant la situation, reconnaître ce qu'on connaît, reconnaître ce qu'on ne connaît pas, puis essayer de donner aux gens le meilleur conseil. Merci. Oui, c'est excellent. Merci beaucoup, Dr Horacio Arruda, d'avoir été des nôtres. C'était fort intéressant. Vraiment un plaisir de vous avoir parlé sur la santé mentale particulièrement. Merci beaucoup. Oui, puis lâchez pas votre bonne émission et puis au plaisir. Puis les gens doivent comprendre que ça va mieux. Oui. Mais il ne faut pas lâcher. Absolument. C'est ça. Merci beaucoup. Hein, merci. Bonne journée. Merci. À bientôt, j'espère. Au revoir. Oui, à bientôt. C'est tes états d'âme, tu ne cherchais pas le débat. Il se cachait pourtant un cri, la validation des amis. Parfois j'aime jouer le diable.
l'essence de la vie? N'est-ce pas 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 l'essence de la vie? Avant dîner, j'ai choisi quelques combats. Les plus faciles, allez, ça va. Je préfère boxer les fantômes cachés derrière mon écran. Si les étoiles ne sont que des explosions et ce millénaire un éclat, n'est-ce pas l'essence de la vie? N'est-ce pas l'essence de la vie? Allez, viens danser sous la pluie. N'est-ce pas l'essence de la vie? C'est bien de trouver les nuances. Les yeux ouverts, je vois tout blanc. Ils ont mis le feu aux arbres. Maintenant je fais au cinéma. Je dois changer mon vocabulaire. Je dois traverser les océans. Je dois savourer le contexte. Je dois prendre en photo mon chat. N'est-ce pas l'essence de la vie? N'est-ce pas l'essence de la vie? Allez, viens danser sous la pluie. N'est-ce pas l'essence de la vie? Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604. Bonjour Alexandra Loisel-Goulet. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Pas ta première fois et tu deviens une habituée, mais j'avais absolument besoin de te parler dans cette émission spéciale donc sur la COVID-19. Il y a plusieurs écrits que tu as faits, justement, que tu as publiés, qui m'ont interpellé parce que, dans le fond, je pensais un peu à toi. Je me disais, quelqu'un qui est anxieux, tu sais, parce que tu nous en as parlé souvent de ton anxiété et tout ça. Comment tu as vécu, justement, cette période-là jusqu'à maintenant? On est quand même début juin, mais depuis le mois de mars, comment ça s'est vécu de ton côté? Mais étonnamment, quand même assez bien. Je dirais que la première semaine, ça a été un débalancement total de ma vie. Tu sais, veux pas pour tout le monde aussi. Là, ça a été un changement radical. Mais force d'admettre que tu sais, je me suis créé vraiment beaucoup de repères là-dedans. Le fait que mon conjoint arrêtait de travailler, ma fille allait plus à l'école. On dirait que là, le danger me faisait moins peur. On sortait pas, on faisait hyper attention. Moi, j'ai un enfant cardiaque, donc c'est sûr que on avait un défi un petit peu plus grand aussi de ce côté-là, parce que c'était plus dangereux pour elle là, d'avoir la maladie. Donc, on faisait extrêmement attention. Fait que pour mon anxiété, là, j'avais une impression de contrôler mon environnement, en tout cas. Et à travers ça, en fait, là, tu veux meubler ton temps parce que tu dis, moi, ma business a arrêté, mon conjoint travaille plus, tout ça. Fait que je l'ai comblé beaucoup en essayant la méditation. J'avais jamais vraiment essayé ça. Je me suis dit, bon Dieu, j'ai le temps. Donc, j'ai essayé de méditer. J'ai adoré ça. En fait, je le fais encore depuis ce temps-là. Et j'ai commencé le yoga aussi. Donc, c'est toutes des choses sur ta to-do list que tu fais pas parce que tu n'as pas le temps, parce que c'est pas prioritaire, parce que tu ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Et là, tu
te retrouves devant un vide, puis tu dis, OK, comment je pourrais bien le combler, ce vide-là? Puis moi, je l'ai fait de cette façon-là. Et ça a été hyper bénéfique pour moi. Ça m'étonne Oui, aussi ça m'étonne chez une personne anxieuse que finalement la pandémie a presque été bénéfique, tu sais, parce que j'ai l'impression que est-ce que ça créait une bulle un peu? Est-ce que tu te sentais peut-être justement, comme tu disais, un peu plus protégé, moins face à des situations que tu as moins de contrôle dessus? Oui, exact, parce que dans le fond, tu sais, moi, les peurs que j'ai, c'est, prendre l'autoroute. Ben là, je conduis pas, j'ai pas conduit à peu près depuis depuis le début. Donc, j'étais pas face à cette peur-là. Mais en même temps, ça t'en crée d'autres. Tu sais, ça te crée quand même une mini-anxiété d'ouvrir ton téléphone puis de voir les multiples articles qui parlent de ça. Ouais. Puis chaque personne a son opinion sur le port du masque, sur telle chose. Tu sais, c'est sûr que là, le hamster qui est habitué de rouler dans le tapis, par habitude, il va continuer de rouler. Sauf que je me ramenais toujours à des courtes périodes de réseaux sociaux. Tu sais, je me suis désabonnée de certains comptes pour être certain de pas avoir cette panique-là plus facile. Fait que oui, comme tu dis, je me suis créé vraiment une petite bulle à moi qui a comme permis justement de prendre soin de moi pendant ce temps-là. Puis je suis devenue un peu accro à ça. Oui. Ouais. C'était bénéfique de ce côté-là. Oui, de se recentrer peut-être de plus. Peut-être tu le faisais déjà, tu étais déjà probablement à l'écoute depuis des années de toi-même, mais sauf que ça t'a peut-être donné le temps de le faire plus, peut-être? Oui, exact. Parce que c'est facile de le dire, tu le fais une fois de temps en temps, mais là, de dire, OK, j'ai le temps, puis je m'y mets. Puis là, je me suis dit, en fait, quand le monde tourne mal, qu'est-ce qui peut aller bien? Ben moi. Tu sais, moi, j'ai le contrôle sur moi, j'ai pas le contrôle sur ce qui arrive. Dans le monde, j'ai pas le contrôle de comment les autres vont écouter les consignes, mais j'ai le contrôle sur ce que moi je fais. C'est un peu de cette façon-là que je me ramenais toujours à moi. Regarde, moi je fais ce que je peux. Moi, moi j'ai lavé mes mains. Moi, j'ai porté mon masque. Fait que là-dessus, j'avais justement ce contrôle-là et j'avais cette façon-là de prendre soin de moi. Puis en méditant, ben ça a beaucoup, beaucoup calmé mon anxiété, veux pas. Et le yoga aussi. Fait que donc c'est ça. Fait que c'est ces manières-là j'ai vraiment trouvé là pour calmer ce hamster-là qui tourne. Maintenant, je vais continuer après ça à faire ça. Exactement. Maintenant que le déconfinement est amorcé depuis un certain moment, là, surtout à l'extérieur de la grande région de Montréal, c'est un peu comme si la bulle se défaisait, hein, à quelque part. Est-ce que tu l'as vécu de cette façon-là? Est-ce que ça t'a amené peut-être des émotions que tu pensais pas avoir ou quelque chose de nouveau? Ben en fait, j'ai eu de la difficulté. Au début, j'ai eu peur, vraiment. Je m'étais habituée à ce rythme de vie-là plus lent. Tu sais, j'appelais ça du slow living un peu. Là. Je m'étais vraiment habituée et j'aimais ça. Ouais. En fait, oui, ça m'a fait peur. Tu sais, moi, ma fille est retournée à l'école. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup d'appréhension de ça. Tu sais, je suis allée magasiner pour une des premières fois aujourd'hui. Ouais. J'étais allée dans un magasin puis parce que j'étais obligée d'y aller. C'était pas quelque chose qui me tentait. Mais c'est des sorties de zone, tu sais, des petites sorties de zone que je fais un pas à la fois en me disant, bon, ben, regarde, c'était nécessaire que j'y aille. C'est sûr que je ne ferai pas de folie en allant faire quelque chose qui n'est pas nécessaire. Tu sais, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ce stress-là. Mais de toute façon, stress ou pas, je pense que tout le monde devrait faire ça présentement. Mais c'est ça. Mais tu sais, je me permets quand même de faire ces sorties de zone-là. Je suis pas super à l'aise, mais je vais le devenir de plus en plus. C'est un peu ça. Puis ma fille, ben j'ai eu des appréhensions, là. J'ai eu de la misère à dormir. Je me disais, Colin, l'école, elle va devenir anxieuse, elle aussi, avec toute la façon que c'est fait, qu'ils n'ont pas le choix de réarranger tous les locaux et tout ça. Puis finalement, là, la première journée est revenue, là, elle dit, maman, j'aime assez ça, j'étais assez contente de te retourner à l'école. Je me suis dit, Colin, c'est donc, tu sais, c'est nous comme adultes qui a comme cette façon-là de voir les choses plus difficiles qui sont quand elle, dans le fond, oui, tout son univers a changé, mais le principal, c'est qu'elle a vu ses amis. Tu sais, fait que ça m'a remis tellement en perspective de faire, ben, c'est ça notre vie maintenant. Tu sais, j'aurais pas le choix de m'adapter, puis je vais y aller un pas à la fois. Tu sais.
Alexandra, il reste encore 2 minutes. Qu'est-ce que tu peux conseiller finalement aux gens qui nous écoutent? En fait, c'est sûr que de prendre soin de soi, c'est hyper important d'y aller à son rythme. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, donc pour les anxieux, ça peut l'être encore un petit peu plus. De ne pas se mettre de pression, de ne pas regarder les réseaux sociaux puis de se dire, OK, elle est prête, elle a fait ça, moi je suis pas rendue là. C'est pas grave. C'est nouveau pour tout le monde. Donc, de vraiment y aller avec le feeling de comment on se sent, puis de faire une petite sortie de zone, peut-être une fois de temps en temps, puis de se dire, bon, ben, d'être content de la réussite qu'on a eue, puis de pouvoir, ça nous permet de pouvoir en faire une deuxième réussite, puis d'être fiers de nous, puis ça déboule à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu ça, présentement, là, qui est super important, de prendre soin de son mental, d'écouter des choses positives, puis c'est ça, de vraiment y aller à son rythme, puis la façon dont on se sent prêt de le faire. C'est ça, beaucoup s'écouter, ça c'est sûr, c'est toujours une bonne chose. On veut mentionner les coordonnées. Tu as toujours, bien sûr, tes écrits qui sont très, très partout sur les réseaux sociaux. Les gens qui cherchent La fille et son anxiété, je pense qu'ils peuvent trouver facilement. Oui, lafilleetsonanxiété.com ou sur Facebook, La fille et son anxiété. Oui, exactement. Tu as toujours ton livre aussi. Tu nous avais rendu visite, là, justement, Ma vie est comme une chanson des années 80. Oui, Ma vie est comme une chanson des années 80. Puis, j'ai commencé aussi un podcast super intéressant sur... on peut le trouver sur Spotify. Oui. Donc, c'est La fille et son anxiété. Merci beaucoup, Alexandra. C'était vraiment intéressant d'avoir été des nôtres. Merci à distance, parce qu'on a un peu des mesures un peu particulières au studio, mais éventuellement, on va sûrement pouvoir te recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Je l'espère. D'avoir été là avec nous. Puis bonne continuation. Hein? Hey, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Et Pierre, c'est fort intéressant d'entendre Alexandra Loisel-Goulet, justement, le point de vue un peu d'une personne anxieuse. On a vu que c'est quand même, c'était pas si pire dans son cas. On a bien sûr eu le docteur Horacio Arruda. C'est vraiment sympathique de sa part d'avoir été des nôtres. C'est pas fini, l'émission se poursuit, hein, encore pour une demi-heure. Émission spéciale Folie douce sur la COVID-19. On aura Jocelyn Morettini, neuropsychologue, qui va venir nous parler de son point de vue. C'est un collaborateur de longue date. On aura aussi Catherine Garot-Blanchard de l'Association canadienne pour la santé mentale. Mais toi-même, tu as emmené des bonnes chansons également. Oui, on aura René Claude avec un de ses classiques. Tu trouveras la paix dans ton cœur, une version de 1970. Qui est décédée récemment. Oui, de la COVID-19. Exactement. Et on aura Ginette Renaud. Et tout ça dans la prochaine demi-heure. Demeurez des nôtres, Folie douce, édition spéciale COVID-19. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. J'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Morettini. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, un habitué de l'émission Folie douce, tu es neuropsychologue. Et pour cette émission spéciale de santé mentale et COVID-19, on a pensé à toi parce que je pense que tu as beaucoup d'expertise en psychologie, mais aussi comme tu fais affaire beaucoup avec des gens, justement, qui ont des problèmes de santé, mais tu as beaucoup finalement à dealer avec ce côté-là de santé mentale. Comment ça va d'abord dans ta pratique? Comment tu peux nous préciser un peu quelle est ta situation dans cette pandémie? Bien, la pratique est quand même bien modifiée. Le quotidien est à la fois différent et à la fois pareil. Mes interventions sont toujours pareilles, mais l'emballage des interventions est très différent. Et puis, ça nous rappelle un peu l'entrevue qu'on a fait fut un temps sur la télépsychologie. Ouais. Et puis maintenant, on en fait beaucoup plus, justement, par obligation. Donc ça, c'est différent. Des choses qui ont changé aussi, c'est le côté neuropsychologue que tu nommais, qui a été beaucoup retranché, voire presque arrêté complètement. On s'en tient qu'aux urgences parce que, justement, la neuropsychologie demande d'échanger des choses comme du matériel papier, des objets, d'être très proche du patient. Et bien, tous ces objets-là peuvent être contaminés par le COVID-19, là, par le coronavirus. Et automatiquement, on doit revenir en arrière et arrêter ces évaluations-là. Donc, il y a des gens qui sont en attente d'évaluation qui, pour l'instant, ne peuvent pas recevoir d'évaluation. Donc, on est en train de repenser un peu tout notre travail, recréer des nouveaux tests ou du moins de les adapter. Ça demande beaucoup d'ingéniosité à l'heure actuelle. Oui, c'est donc tu as été appelé à faire pas mal plus que d'habitude, justement, si tu veux, d'intervention à distance, là, par la technologie. Qu'est-ce que ça a changé auprès de tes patients, justement? Qu'est-ce qui a été majeur, mettons? Quels sont les points qui ont été les plus majeurs?
Ben, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, il y a des patients qui, d'un côté, vivent maintenant la quarantaine. Alors, quand ils arrivent en centre de réadaptation, avant, ils arrivaient et puis, grosso modo, peut-être maximum une semaine de quarantaine à tout casser avant de ressortir et de faire leur réadaptation normale. Aujourd'hui, c'est un minimum de 2 semaines dans lequel ils ne pourront strictement pas sortir de leur chambre. Et tout au long de la réadaptation à l'heure actuelle, ils sont aussi confinés à l'hôpital. Et donc, ce que ça veut dire, c'est pas de visite, pas de sortie la fin de semaine à domicile. Pendant la quarantaine, qui est 14 jours, c'est pas de rencontre avec d'autres patients. Il y a énormément d'isolement social qui s'installe par obligation, par santé. Et on sait que, justement, le soutien de la famille, des proches, des amis, c'est très important. Le contact physique aussi est important. Puis tout ça, ça a été retiré. Donc, il y a beaucoup au niveau de la réadaptation en soi, de choses qui ont changé. Et ça augmente des fois le niveau de tension. Et pour ces patients aussi qui sont en réadaptation, qui ont sorti de l'hôpital référent, ben, des fois, ils doivent aller faire des tests aussi, aller faire un rayon X, un MRI, donc une résonance magnétique. Et quand on leur dit, ben là, vous allez retourner à l'hôpital, à l'endroit où, justement, il y a les zones chaudes, à l'endroit où on entend parler qu'il y a une éclosion. Donc ça les inquiète. Alors, des fois, retourner dans un endroit où ils pourraient attraper le coronavirus et des fois, attendre le résultat d'un test de COVID-19, il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété qui montent. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Non, donc, comme tu disais tantôt, je pense que ton côté psychologue a dû ressortir beaucoup. Il a fallu que tu cherches peut-être d'autres moyens parce que probablement que tu t'es, tu sais, le fait d'avoir, par exemple, l'entourage, sûrement que ça t'aide beaucoup dans ta pratique. L'entourage peut aider une personne, mais là, tu n'as pas vraiment cette aide-là, là. Tout à fait. On est obligé de changer nos horaires de travail, mais on est rendu qu'on travaille la fin de semaine pour offrir du soutien la fin de semaine, puisque la fin de semaine, ils n'ont plus accès à leur famille. Donc oui, on a changé nos pratiques, on a changé les thèmes de discussion à certains égards. Puis des fois, ben, c'est l'effet inverse. Hein. Chez certains patients, c'est l'incompréhension du COVID-19. Donc, par exemple, des patients qui ont des troubles graves de santé mentale, comme les schizophrènes, des gens qui ont des troubles délirants ou des troubles paranoïaques, eux, ils vont pas croire au COVID-19, ils vont plutôt penser à une théorie du complot. D'autres qui ont des traits de personnalité particuliers qui amènent de l'impulsivité, ils vont avoir de la misère à gérer leur impulsivité, puis ils vont peut-être se mettre à risque en minimisant le risque et en répondant à leurs pulsions, donc aller voir des amis, avoir une sexualité, alors que ça serait mieux d'attendre pour l'instant. Donc, il diminue les gestes barrières qui diminuent le risque d'infection. Donc, toutes ces petites choses-là, la santé mentale a un impact direct sur le risque de contracter la maladie puis de la répandre aussi. Ouais. Oui, et juste une petite dernière chose aussi, justement, les patients aussi qui ont des troubles cognitifs peuvent être dans l'incompréhension de ce qui se passe. Alors pour eux, ils comprennent pas qu'il y a une quarantaine, alors ils peuvent se sentir exclus, rejetés, voire persécutés par le système de santé, par leur famille qui sont pas là. Ils comprennent pas que leur famille ne peuvent pas leur rendre visite et puis ils se sentent abandonnés, alors que c'est simplement une mesure de protection qui est nécessaire dans le contexte. As-tu pu voir des gens qui ont pu justement bien s'adapter à cette situation-là? Dans le sens que moi j'ai remarqué, entre autres, les gens qui sont déjà habitués d'être un peu, soit les artistes qui travaillent déjà seuls chez soi, ces choses-là. Est-ce que dans tes patients, est-ce qu'il y a des gens qui se sont mieux adaptés que d'autres à cette pandémie-là? Oui, tout à fait. En fait, il y a une grosse variabilité personnelle. Hein. Donc, on a un groupe de patients qui ont tendance à la minimisation. Donc, déjà, plusieurs d'entre eux minimisent et s'adaptent bien parce que certains ne voient pas le risque ou ne le comprennent pas totalement, donc ils ne vivent pas d'anxiété. Pour une autre partie, par exemple, des gens qui ont des maladies chroniques qui les amènent à vivre à domicile, comme des troubles de douleurs chroniques, ils sont déjà habitués à avoir développé des outils pour vivre à domicile, pour faire du télécontact parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, pour ces gens-là, ça fait déjà partie de leur quotidien. Puis en plus de ça,
le concept de s'adapter, de changer de comportement, ils l'ont déjà vécu. Alors pour eux, cette notion de flexibilité mentale, d'adaptation des comportements, ils ont une référence dans leur tête. Ils ont déjà eu à passer par ça pour un autre thème qui est une maladie chronique, mais ça les a amenés à développer des outils. Et donc pour beaucoup d'entre eux, il y a une partie un peu d'habitude, de connu à travers le COVID-19. Je dis ça, mais ça n'enlève pas, par exemple, le fait que souvent, ces gens avec des douleurs chroniques, par contre, ou des maladies chroniques, n'auront plus accès à des thérapies ou des moyens de gestion de la douleur, à leurs outils quotidiens, parce que ils peuvent plus sortir ou on a fermé, par exemple, une physiothérapie, des choses comme ça. Donc, c'est jamais des portraits tout réussi ou tout un échec, mais oui, il y a des personnes pour qui l'adaptation se fait relativement bien. Dans l'ensemble, Jocelyn, dirais-tu que, on en avait parlé un peu dans la télépsychologie, mais dirais-tu quand même que l'approche à distance, est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tu penses que tu peux faire autant que si tu étais en personne? Est-ce que ça remplace bien finalement la rencontre avec une personne? Dans une majorité de cas, absolument. Ça a amené aussi beaucoup de patients à découvrir des compétences qui étaient insoupçonnées. Je me rappelle d'une dame là, qui à 75 ans, ne comprenait même pas comment faire fonctionner son ordinateur, ne savait pas ce qu'était que le curseur ou même les fenêtres sur son ordinateur. Donc, quand on lui a dit on va faire des rencontres en visioconférence, c'était très anxiogène pour elle. Et elle l'a appris, ça a pris énormément de temps pour y arriver, mais une fois appris, par contre, ça lui a ouvert des portes. Alors, elle a pu avoir contact avec ses enfants, ses petits-enfants, alors qu'il y a la quarantaine au Québec. Et comme c'est une population à risque, elle a pu maintenant prendre contact avec d'autres personnes autour d'elle. Donc, même la télépsychologie a été un pont vers un meilleur contact social. Donc, oui, la télépsychologie offre en fait plus que juste le premier contact de thérapie. Mais évidemment, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, la neuropsychologie souffre beaucoup du phénomène de télépsychologie, tout ce qui est évaluation de la cognition demande souvent une présence parce qu'on a des objets touchés. Et ça peut être très difficile pour les gens qui ont des atteintes cognitives suite à un accident au cerveau. Et ça reste quand même assez complexe à gérer à l'heure actuelle. Oui, il nous reste un peu moins de 2 minutes, Jocelyn. Personnellement, comment tu vois la crise? On a tous un peu notre opinion, puis tu sais, des fois, moi, je me dis, est-ce que le pire est à venir? En même temps, on veut s'encourager, on se dit peut-être que l'être humain est plus fort qu'on pense, et puis finalement, on va être capable de s'adapter. Mais qu'est-ce que tu en penses généralement? Ça fait comme 12 semaines à peu près, là, on est en juin, ça fait quand même un bail là, qu'on a à vivre avec cette COVID-19-là. Je pense que la chose qui est à faire en ce moment, c'est de nourrir sa résilience. Et c'est ça qui va nous amener à probablement ne pas faire des scénarios excessifs. Donc, de se baser dans la science, de comprendre de façon modérée ce qui peut se passer. Ça implique justement la capacité à avoir un optimisme, mais qui est quand même retenu. Donc, on accepte qu'il peut y avoir des moments plus difficiles à venir, comme une deuxième vague. On accepte que ça peut être assez long, mais on accepte qu'à travers tout ça, on va trouver des moyens pour améliorer son état quotidien au jour le jour et qu'on a la capacité à faire face et à être souple quand on aura une surprise. Donc, au lieu d'être purement optimiste, souvent, ça va créer beaucoup de déception. On va vers le réalisme. Et ça va entretenir la résilience, parler à ses proches, et ainsi de suite. Donc, je pense que si on nourrit ça, ça va mieux aller. Ouais. Je ne veux pas non plus galvauder ça va bien aller. Le slogan, un jour, ça va bien aller. Mais c'est ça, c'est un jour. Et donc, il faut accepter qu'à court terme, peut-être qu'aujourd'hui, ça va moins bien et que c'est acceptable que ça aille moins bien et qu'on va rester flexible face à ce moins bien qui est pour l'instant présent. Merci beaucoup, Jocelyn. C'est tout le temps qu'on a, mais merci. Puis, on va certainement se reparler sur d'autres sujets. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, la seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras
pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ils sont au-dedans de toi, les plus merveilleux couchers de soleil. Ils sont au-dedans de toi, ils attendent que tu les réveilles. Au plus profond de toi, il y a la plage immense où tu es tout seul. Au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur, et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Catherine Garot-Blanchard. Bonjour, Madame Garot-Blanchard. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce, émission spéciale COVID-19 et santé mentale. Vous êtes conseillère principale et formatrice à l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec et filiale de Montréal. On va parler de différents sujets, mais surtout, je pense, le côté très... en fait, donner des trucs et tout ça là, sur la santé mentale, comment mieux la vivre justement dans cette période difficile. Mais pour commencer, j'aimerais ça que vous rappeliez un petit peu peut-être la mission de la CSM, qui est une organisation qui existe depuis longtemps. Oui, tout à fait. La CSM, l'Association canadienne pour la santé mentale, c'est d'abord et avant tout un réseau qui est pan-canadien. Donc, nous, on est au Québec, on est à Montréal, mais on a des partenaires un peu partout au Canada. Donc, le réseau en tant que tel existe depuis une centaine d'années. Donc, ça fait un moment là, qu'on est là. Puis, notre mission est vraiment orientée en promotion, prévention en santé mentale. En tout temps, c'est ça, vous faites quand même de la promotion, de la démystification, tout ça. Particulièrement depuis le mois de mars, on est en juin maintenant, on a presque 3 mois là, de cette crise historique. On vit tous un peu l'histoire. Comment vous avez conjugué avec ça? Est-ce que ça a été difficile? D'abord, probablement du travail à distance, mais pour un peu peut-être recentrer votre message justement en raison de la COVID? Oui, tout à fait. Il y a du bon et du mauvais dans pas mal chaque situation. Nous, ce que ça nous a fait constater, c'est que ça nous a un peu forcé à faire un virage qu'on avait envie de faire pour être encore plus accessible à tout le monde, mais qu'on n'aurait pas fait de manière aussi rapide. Donc là, il y a beaucoup de nos services qui ont été transférés en ligne. Nous-mêmes, on a tout commencé du jour au lendemain, comme bien des gens, à travailler de la maison. Donc, il y a des ajustements technologiques qui viennent avec ça. On s'est familiarisé avec différents outils, mais ça nous a permis aussi maintenant d'offrir plusieurs de nos services à travers des webinaires, par exemple, donc en ligne, en faisant des vidéos. Puis ça fait en sorte qu'on peut encore plus dépasser les frontières ou les limitations géographiques qu'on aurait pu avoir avant.
On en parlait avec notre premier invité à l'émission, Dr Arruda, qui est avec nous en début d'émission, puis je lui demandais, est-ce que le pire est à venir en santé mentale de votre côté? Vous en pensez quoi? Parce que c'est une pandémie, on ne sait pas trop s'il va y avoir des effets collatéraux au niveau santé mentale. C'est une excellente question. C'est sûr que c'est difficile de prédire l'avenir, pardon. Puis je pense qu'on s'en est rendu compte là, tout au long des derniers mois. On y va à tâtons, c'est de l'inconnu. Par contre, je pense qu'il faut faire attention quand on parle là, des effets catastrophiques que la crise va avoir sur la santé mentale des gens. Premièrement, parce que ça peut enlever de l'espoir à certaines personnes, mais aussi parce qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense, les capacités de résilience dont les gens ont fait preuve dans les derniers mois et continuent à en faire preuve. Donc, ça a des impacts plus négatifs sur la santé mentale de certaines personnes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se surprennent à voir à quel point ils s'ajustent, ils s'adaptent aux nouvelles conditions. Oui, et comment justement, ce que j'ai beaucoup apprécié sur vos publications, je remarquais qu'il y avait des trucs vraiment pratico-pratiques, là, très intéressants. Puis comment on peut faire pour gérer sa santé mentale en temps de pandémie? Je pense qu'il y a des exemples quand même, selon les types de personnes, selon l'âge. Comment on pourrait présenter ça aux gens? Je pense que la première question que je poserais, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin? Parce que quand on adresse un message comme celui-là à l'ensemble de la population, vous l'avez dit, là, selon notre groupe d'âge, selon notre situation, est-ce qu'on a perdu notre emploi, est-ce qu'on travaille à la maison, est-ce qu'on a des enfants à charge? Donc, il y a tellement de situations variées en ce moment qu'on ne peut pas nécessairement généraliser. Puis comme je disais aussi tantôt, il y a des gens pour qui c'est très difficile, par exemple, de ne plus avoir de contact physique avec les autres, mais il y a d'autres personnes, j'entends dans mon réseau, des messages aussi assez positifs, des gens qui se rendent compte que ça m'a forcé à ralentir le rythme, ça m'a forcé à revenir aux choses essentielles, puis c'est quand même quelque chose qu'ils accueillent. Donc, je pense que c'est ça. La première question, c'est de se demander comment je vis la situation, puis de quoi j'aurais besoin. Est-ce que je me sens isolée, puis j'aurais besoin de quelqu'un à qui parler? Ben, dans ce cas-là, on essaie d'aller trouver des formes de socialisation, soit au téléphone ou avec les outils technologiques. Ou encore, si on vit de l'inquiétude ou qu'on se sent plus anxieux, ben on peut se retourner vers des activités qu'on faisait avant qui nous aidaient à diminuer le stress et qui sont encore accessibles. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en même temps, si les activités qu'on aimait faire auparavant sont pas disponibles en ce moment là, dans la même forme, il y a souvent moyen de trouver une alternative comme à travers Internet, là, par exemple, donc de faire des vidéos en ligne au lieu d'aller dans un cours en personne, etc. Oui. Et la solitude, c'est comme aussi, je pense que c'était mentionné dans votre site, des fois c'est un bon moment pour justement en profiter pour faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Donc de dire, prenons ce moment-là au lieu d'être victime de la solitude, mais optimisons un peu le fait qu'on justement on a le temps de faire, on n'est pas dérangé, les gens, on peut pas vraiment recevoir des gens, ou on peut pas aller chez d'autres personnes. Là, ça a changé un petit peu à distance, mais pendant la période, là, avant le déconfinement, je pense que c'était peut-être un moment pour apprivoiser un peu plus la solitude puis faire quelque chose de créatif à ce niveau-là. Tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs personnes peut-être qui appréhendaient beaucoup la solitude ou qui étaient inquiets par rapport à ça, mais qui se sont rendus compte qu'il pouvait aussi y avoir du bon. Donc, c'est peut-être pas une démarche là, qu'on aurait faite chacun de notre côté volontairement, mais une fois forcé, on a peut-être eu la chance de lire les livres qu'il y avait dans notre bibliothèque depuis des années, qu'on n'avait jamais le temps de lire, ou de classer nos papiers. Il y a certaines activités là-dedans qui sont plus agréables que d'autres, mais au bout du compte, ça nous aide aussi à travailler nos perceptions. On peut dire que la situation est désagréable, puis qu'on ne peut pas faire des sorties, faire les activités qu'on aime, mais on peut aussi choisir d'utiliser ce temps-là qui nous est octroyé d'une manière qui va être soit agréable ou productive. J'ai remarqué aussi que beaucoup de gens ont fait du ménage physique, du vrai ménage, acheter des choses, ça, j'imagine, ils en ont profité pour faire du ménage intérieur aussi, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Oui, effectivement, je pense que c'est toujours une bonne occasion là, de réfléchir, comme je disais tantôt, à ce qui est important pour nous, ce
qui peut nous plaire là-dedans, dans le silence et la solitude qui est un peu forcée. Donc, c'est ça. Là, je pense que si on a accès à des bonnes ressources, lorsqu'on en ressent le besoin, que ce soit une ligne d'écoute ou des proches à qui on peut parler de ce qu'on vit, ça peut effectivement être une excellente occasion pour profiter du fait que l'espèce de bruit ambiant ou la course là, contre la montre, c'est un peu arrêté pour réfléchir à ce qui se passe en dedans de nous. Écouter davantage, en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. On a quelques secondes. Comment on fait les gens qui vont pas très bien puis qui se sentent mal, que leur santé mentale se porte pas bien? Où est-ce qu'ils s'adressent? Comment on peut chercher de l'aide? Qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer justement aux auditeurs? Il y a plusieurs ressources qui existent, mais je pense que quand on a du mal un peu à s'orienter pour quelque chose de plus général, là, le 811 et le 211 sont des ressources vraiment très, très, très aidantes. Donc, le 811 qui est Info Santé et il y a l'option 2 qui est Info Sociale. Donc, quand on ne sait pas trop à qui s'adresser, on leur explique notre situation, puis après ça, eux, ils nous réfèrent à la bonne ressource. Donc, c'est un numéro simple à se rappeler. Parfait. Et le 211 pour le Centre de ressources du Grand Montréal. Si on vit de la détresse, donc si on se sent vraiment pas bien, on n'oublie pas le 1-866-APPEL qui est Suicide Action Montréal ou qui est disponible aussi dans d'autres régions, les centres de prévention du suicide. En terminant, Catherine Legareau-Blanchard, donc pour vous trouver, on cherche ACSM Montréal ou le site web acsmmontréal.qc.ca. Je pense qu'on peut accéder facilement à vos services. Exactement, ou sinon on est présent aussi là, sur Facebook, Instagram, Twitter, donc les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et puis bonne continuation dans cette pandémie en espérant que ça va du bon, on va ressortir de ça, je suis certain. On garde espoir. Merci à vous. Oui, merci. On frappe à ma porte, non je n'ouvre pas. Je vous en prie, ne m'approchez pas. Je suis bien trop fragile. Les temps sont difficiles. Pourtant ce soir j'ai beau m'inventer des mondes d'amour, des contes de fées. Je suis seul chez moi. Entendez-moi. Ça va bien aller. Ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Tous mes amis qui se battent aujourd'hui contre cette chienne de maladie, j'ai les chiffres en horreur, ça me déchire le cœur. Pourtant ce soir, si on prend soin de nous, j'ai encore espoir, si nos anges tiennent le coup, qu'on va tous pouvoir bientôt se revoir. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Ce n'est pas la fin de nous, ce n'est pas la fin de toi, ce n'est pas la fin de tout. Chante avec moi. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout,
car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous spécial de Folie douce. Pierre Laporte, on a reçu des très, très bons invités. On avait le docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique. On a eu Alexandra Loisel-Goulet, la fille et son anxiété. Notre collaborateur Jocelyn Morettini, neuropsychologue, était également des nôtres. Et nous avons reçu Catherine Garot-Blanchard de l'Association canadienne pour la santé mentale. Mais on a aussi des très bonnes chansons qui ont été présentées cette semaine, dont la première, L'essence de la vie. Oui, de Jason Bajada. On a pu entendre Tu trouveras la paix dans ton cœur de René Claude, la version live de cette chanson, et à l'instant Ça va bien aller de Ginette Renaud. Une nouveauté donc pour 2020 dans ce cadre de pandémie. Merci beaucoup Pierre Laporte pour la mise en onde. Bienvenue. Et merci à tous nos auditeurs. Bonne journée à tout le monde. À la prochaine. Au revoir.